Isolée par la mer, à plus de 2000 km de ses plus proches voisins, la Nouvelle-Zélande a été découverte par les Indiens Maoris au 8e siècle. Ils s'installent alors sur l'île nord du pays. Il faut attendre le 18e siècle et la colonisation de la Nouvelle-Zélande par les Anglais pour que les premières abeilles apparaissent. Sur ce territoire où la flore est riche et abondante, l'abeille européenne, Mellifera mellifera, va rapidement s'acclimater. Très vite, elle apprécie plus particulièrement une fleur, celle d'un arbre bien connu par les Maoris pour ses propriétés médicinales, le manuka. Grâce à cet arbre, les abeilles vont produire un miel unique au monde, une bénédiction pour le peuple maori, une apiculture qui va leur permettre de conserver et de protéger la terre sacrée de leurs ancêtres. Blanche Murray, ses 4 frères et sa sœur sont apiculteurs. Cette famille du clan maori Ngatikuri récolte le miel de manuka depuis plusieurs générations. Le pays aux longs nuages blancs, c'est le nom en maori de la Nouvelle-Zélande. Une terre à la nature grandiose, au territoire immense, où la montagne n'est jamais très loin de la mer et de ses plages qui s'étendent à perte de vue. À la fin du mois d'octobre, l'hiver austral s'achève. Les premiers rayons du soleil apparaissent. L'arrivée du printemps est un moment crucial pour l'apiculture en Nouvelle-Zélande. C'est le début de la floraison du manuka, un arbre présent dans de nombreux habitats de la région, des basses terres jusqu'au climat alpin. Le manuka peut prendre différentes formes, d'un petit buisson de 5 cm de haut à un arbre s'élevant jusqu'à 15 mètres. Blanche et sa famille habitent la côte ouest de l'île Nord. Aux abords de la mer, ils ont installé une dizaine de ruches qui leur servent de référence et les informent sur le déclenchement de la saison apicole. Hey, regarde les abeilles! Oh, elles sont belles et fortes. Ce matin, Blanche et son mari visitent les ruches avec leur fils Kiwa. Chez les Murray, on est plongé dans le monde des abeilles dès le plus jeune âge. Depuis quelques mois, Blanche attend un deuxième enfant. Depuis que je suis enceinte, j'ai dû me faire piquer environ 4 à 5 fois par jour. Ce qui, pour le moment, n'a affecté en rien mon état, ni celui de notre futur bébé. Mais il nous reste encore quelques mois. Maman se faisait toujours piquer sur le ventre. Avec toi aussi, hein, Kiwa? Du miel. Tu en veux? Allez, mon garçon. Goûte Kiwa, non? Non? Peut-être une autre fois. Blanche sait que les fleurs de manuka ont une espérance de vie très courte. Alors elle surveille régulièrement la floraison, qui ne dure que 6 semaines. Cela ne laisse que très peu de temps aux abeilles pour prélever le précieux pollen. Dans cet environnement aux abords de la mer, protégé par la montagne, la floraison est précoce. Les ouvrières butinent déjà les premières fleurs. Kiwa, regarde ces jolies fleurs de manuka roses et blanches.
Une fleur pour Kiwa? Sur cet arbre, on peut voir de nouveaux bourgeons. Ils vont sûrement sortir d'ici quelques semaines. Je suis vraiment contente que ces fleurs soient déjà là. Maman va t'expliquer pourquoi elles sont si spéciales. C'est une partie de ton héritage, celui de tes ancêtres. Les Maoris ont toujours su que le manuka avait des propriétés antibactériennes, anti-inflammatoires. C'est vraiment ce qui a donné aux Maoris un réel avantage sur l'industrie du miel et ce qui a soutenu notre petite communauté. Cet arbrisseau qui pousse à l'état sauvage sur les terres vierges de Nouvelle-Zélande est bien connu des tribus Maoris. Ses fleurs, ses feuilles et son écorce sont la base de leur médecine traditionnelle. Le miel que fabriquent les abeilles grâce à cet arbre conserve les mêmes propriétés médicinales. À cette période, les ruches reprennent leur essor. Les reines débutent leur ponte, mais cette année, l'hiver a été rude, avec beaucoup de pluie, et le pollen qui permet de nourrir les futures colonies d'abeilles manque. La famille Murray possède 2000 ruches disséminées aux quatre coins de l'île. Ils se réunissent pour organiser le contrôle de la santé de l'ensemble de leur élevage. Le problème, c'est que lorsque l'on vérifie une ruche et qu'à la deuxième vérification, il n'y a pas assez de pollen pour nourrir les œufs, il faudra alors déplacer les ruches. Blanche, sa sœur Mabel, ses 4 frères, Tae, Sobieski, Samson et Walter, s'inquiètent pour les ruches. Elles viennent de traverser l'hiver et il faut dès maintenant définir le déplacement des colonies les plus faibles. Aujourd'hui, nous allons à Spirits Bay pour vérifier l'état des ruches. Ensuite, nous ferons la même chose à Kirikiri. Mais il faut surtout organiser une opération de déplacement de nuit, car si nous avons des ruches faibles, il faudra les déplacer vers un endroit de manuka plus chaud. Sans plus attendre, le convoi familial se dirige vers la pointe nord de l'île. Durant quelques semaines, ils vont parcourir plusieurs centaines de kilomètres par jour pour visiter les 300 emplacements où sont éparpillées leurs 2000 ruches. En ce début de saison, leur priorité, se déplacer vers les zones où les conditions climatiques auraient pu fragiliser leur élevage. C'est une très belle ruche, avec une belle zone de ponte. Il y a beaucoup de nymphes et de larves. C'est vraiment une belle ruche, avec beaucoup de pollen et de bonnes alvéoles. Un grand soulagement pour Blanche. Ici, les abeilles ont trouvé toutes les ressources nécessaires pour se développer. Ces terres qui ont été fortement déboisées et converties en pâturage par les colons européens ont aujourd'hui, grâce au travail commun des abeilles et des Maoris, retrouvé leur aspect originel. Le manuka a repris sa place. Pour la famille Murray, il est le symbole de la reconquête et de l'indépendance. C'est ici, dans la baie de Tiapua, à la pointe de l'île, que tout a commencé pour la famille Murray. La grand-mère, Anna, installée dans cette maison en pleine nature, était une experte de la faune et de la flore locale. C'est elle qui a transmis tout son savoir et sa passion des abeilles à Blanche et son frère Tae. L'ancienne maison familiale est aujourd'hui en ruine,
mais toutes les ruches ont été préservées. Revenir ici me rappelle comment tout a commencé. C'est agréable de pouvoir travailler chez soi, près de sa famille, de ses cousins, de ses oncles et ses tantes, et de ses aînés, et d'avoir pu garder nos terres qui font partie de notre patrimoine familial. Ce que notre grand-mère et notre père nous ont appris dans le passé, c'est que la seule trace sur la terre que l'on doit laisser derrière nous est celle de nos pas. Il est important de ne pas oublier comment cette terre nous a été offerte et de la rendre dans un meilleur état que nous l'avons trouvée. Tous les Maoris endossent ce rôle du Ketiakitanga, qui veut dire préserver, protéger, prendre soin de la nature et de notre terre. La Wenua, la terre, la Moana, la mer, les insectes, tout ce qui nous nourrit doit être protégé. La nature est sacrée pour Blanche. Le père et la mère de l'univers sont le ciel et la terre. Et celui qui unit les deux, c'est l'arbre. C'est lui qui a donné naissance à notre monde. C'est pour cette raison que les Maoris protègent leur forêt, protègent la terre qu'ils considèrent comme un réceptacle précieux sur lequel est inscrit les noms des lacs, des rivières, des montagnes, des volcans. Un ensemble qui compose le mana, un terme qui fait référence à la force, au prestige, qui inspire le respect. Un Maori privé de mana n'a plus d'existence, plus de repères. La nature est une composante essentielle de la culture maori, mais elle est également accompagnée par le lien très fort que chaque individu a avec l'esprit de ses ancêtres. Une connexion essentielle pour eux, dont la culture se fonde sur un principe de généalogie qui les lie à leur passé. Voilà pourquoi, lorsque commence la saison du miel, Blanche et Tae viennent se recueillir sur la tombe de leur grand-mère. C'est l'histoire de son clan, de ses ancêtres, qui permet à Blanche d'avancer plus sereinement vers l'avenir. C'est toujours une belle journée quand on vient ici. C'est tellement agréable. Alors j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. J'attends un deuxième enfant. Kiwa va avoir un petit frère ou une petite sœur. J'ai hâte de vous le présenter lors du prochain concours du meilleur miel. Vous savez, l'hiver a été rude. J'espère que les ruches vont se remplir de miel. Même si nous perdons quelques ruches, je suis pratiquement sûr que nous rétablirons la situation avant la fin de cette saison du Manuka. C'est incroyable l'impact environnemental positif que tout ça peut avoir sur nos terres. Je pense vraiment que l'apiculture a offert une sécurité de l'emploi pour de nombreuses familles. Pas uniquement grâce à la production de miel, mais aussi grâce à la pollinisation des abeilles qui a développé les zones agricoles. Si les abeilles ne pollinisaient plus les différents fruits et légumes, notre environnement souffrirait énormément. Comme dans tous les pays, un œuf d'abeille met 21 jours à éclore. Celui d'une reine prend 16 jours et pour les faux bourdons, l'éclosion demande 24 jours. Donc en haute saison du miel, la reine peut pondre jusqu'à 2000 œufs par jour. Mais pour qu'une ruche soit forte et capable de collecter le nectar qui lui est nécessaire, il lui faut environ 60 000 à 100 000 abeilles. Donc, nous devons vérifier leur couvée et leur ligne de ponte.
En haut du cadre, on peut voir les larves qui ont été déposées. Avant d'atteindre ce stade, elles sont nourries de gelée royale durant 5 à 8 jours. Il y a celles qui ont conservé leur couleur blanche et d'autres de couleur plus foncée, jaune ou orange. Plus la couleur de la larve est foncée, plus elle est sur le point d'éclore. À peine sortie de son opercule, l'abeille commence ses premiers jours comme nettoyeuse. Une semaine plus tard, elle devient nourricière, puis elle passe du côté de la défense en devenant une gardienne, une protectrice, pour enfin devenir une butineuse. Après 21 jours, ayant accompli tous les métiers de la ruche, l'ouvrière pourra donc découvrir le monde extérieur. Mais ce n'est que lorsque son dard est complètement développé qu'elle peut protéger sa colonie. Elle est alors gardienne et elle se poste à l'entrée de la ruche pour en interdire le passage aux intrus et aux ennemis, comme cette guêpe. Les abeilles peuvent piquer d'autres insectes autant de fois que nécessaire pour se défendre. En revanche, si elles s'aventuraient à attaquer le moindre mammifère, une seule piqûre lui serait fatale. La défense n'est pas le seul rôle de la gardienne. Elle contrôle également l'identité des abeilles qui entrent dans la ruche en vérifiant leur odeur. Il est hors de question qu'une abeille étrangère à sa colonie vienne se servir dans leur réserve de miel. Ce n'est qu'au milieu de son existence que l'abeille devient butineuse. Elle sort alors pour la première fois de la ruche à la recherche de plantes à fleurs. Lorsqu'elle trouve sur son chemin une bonne ressource de manuka, elle exécute une danse destinée à alerter ses sœurs. Elles peuvent ainsi parcourir près de 100 km par jour pour alimenter la ruche. À cette période, la famille Murray pourrait bien parcourir plus de distance que leurs abeilles pour subvenir à leurs besoins. Mata, la mère, endosse le rôle de chef de clan. Elle veille sur toute la famille. Durant la saison apicole, la tradition veut que chaque soir, elle rassemble tous ses enfants pour le dîner, comme une reine, entourée de toutes ses abeilles. La raison pour laquelle j'aime être apiculteur n'est pas liée au métier en lui-même, mais au contexte dans lequel je travaille, les paysages dont je profite chaque jour. Tout le monde n'a pas cette chance aujourd'hui. Les gens sont trop occupés. Beaucoup de personnes nous disent qu'elles aimeraient faire ce que l'on fait. Mais ce n'est pas toujours facile de travailler en famille. C'est même plutôt dur. Pourtant, c'est ce que l'on fait depuis des années. Effectivement, ça demande beaucoup de patience et d'amour. C'est comme les abeilles. Mes enfants ont la possibilité de choisir leur parcours. Ils peuvent aller dans différentes directions ou suivre la même. Tu nous vois comme tes propres abeilles alors, maman? Non, je ne veux pas être la reine. Elle finit toujours mal. Elle finit toujours par se faire remplacer. Je préfère être la chef d'orchestre. La nuit tombe, mais la journée est loin d'être terminée. Ce que les abeilles redoutent par-dessus tout, c'est l'humidité. Lors des vérifications, Tae a découvert quelques ruches qui mériteraient d'être déplacées vers des zones plus ensoleillées, où le manuka est déjà bien fleuri. En début de saison, c'est assez intense. On se relaie toute la nuit. La saison est très importante pour nous.
même si cela signifie travailler toute la nuit. On travaille dur et on fait le nécessaire. Plus vite c'est fait, mieux c'est pour nous. Car une fois que c'est fait, on peut se reposer. 1 heure de route pour arriver sur le premier site. À la tombée de la nuit, les abeilles n'y voient plus rien. Nous les déplaçons durant la nuit parce que la plupart des butineuses sont dans la ruche. Elles sont toutes de retour dans la ruche. Si nous faisions cette manipulation le jour, beaucoup d'entre elles seraient abandonnées sur le site. Normalement, on n'utilise pas la grue. Nous faisons tout à la main. Mais ce soir, nous allons déplacer une centaine de ruches vers les endroits où le manuka a commencé à fleurir. Tae va travailler ainsi toute la nuit, transportant toutes les ruches qui, pour lui, ne bénéficient pas des meilleures conditions possibles. Bientôt, la récolte du miel de Manuka va commencer. Cette année, elle s'annonce prometteuse. La fleur est en pleine éclosion, les ruches, elles, en pleine effervescence. Pour Blanche, ses frères et sa sœur, récolter ce miel offert par la nature et les esprits de leurs ancêtres est un privilège. Alors pour remercier leurs aînés, ils souhaitent installer dans les mois qui viennent quelques ruches dans cet endroit difficile d'accès, ce lieu sacré entre terre et mer, Kapowerua, la baie des esprits. Ça va être compliqué d'atteindre le sommet. Oui, mais c'est là qu'il faut aller. Pourquoi tu veux aller là-bas? Pour y mettre les ruches. J'ai vraiment hâte que l'on puisse faire du miel ici. C'est un endroit vraiment sacré et ça me fait penser à son nom qui signifie « Saisis-toi de mon esprit ». Ce nom provient d'un grand chef maori, Toe. Il vivait à Kapowerua, ici derrière nous, loin de son unique fille. Quand Toe était très vieux, il annonça à son village son intention d'aller au sud pour voir sa fille une dernière fois. Son peuple, inquiet pour sa santé, lui demande de ne pas partir. Toe répond « Je peux crier au vent, mais je ne peux crier contre l'attente de ma fille. J'irai jusqu'à Okiana et plus loin encore s'il le faut. Et si j'en venais à mourir, alors votre seule tâche sera d'accueillir mon esprit. » Toe était un des ancêtres du clan de Blanche. Selon la légende, il est mort en accomplissant ce voyage, à l'endroit où elle veut aujourd'hui installer ses nouvelles ruches. Chez les Meureilles, les traditions survivent au temps. Grâce à cette énergie, vouée à respecter la volonté de leurs ancêtres et à protéger leurs terres, Blanche et sa famille contribuent à préserver la culture maori.